J'ai passé 35 ans à croire que j'étais le frère jumeau de Roland Dubois. 3 mois après qu'il ait hérité de toute la fortune de 90 millions d'euros de nos parents, un laboratoire de génétique dont je n'avais jamais entendu parler m'a appelé au sujet d'un échantillon d'ADN datant de 1989. Lorsque la scientifique a comparé mon dossier à celui de mon frère, elle est devenue pâle et a prononcé les mots qui ont tout brisé: c'est médicalement impossible. L'un de vous n'existe pas sur le papier. Je m'appelle Clément Dubois. J'ai 42 ans. Et jusqu'à cet appel téléphonique, je pensais savoir exactement qui j'étais, le jumeau ignoré, la déception, le fils qui a choisi les routes maritimes plutôt que les portefeuilles boursiers, qui suivait les cargos au lieu des rendements d'investissement. Roland a toujours été l'élu, né 2 minutes avant moi en ce matin de février 1982. Et ces 2 minutes auraient aussi bien pu être 2 décennies tant nos parents nous traitaient différemment. Notre père, Gérard, a bâti son empire immobilier à partir de rien, commençant avec un seul immeuble d'appartements dans le centre de Nantes et s'étendant jusqu'à ce que le nom Dubois figure sur des gratte-ciel à travers 3 régions. Notre mère, Monique, venait de la vieille richesse, celle qui s'accompagnait d'attentes et de lignées remontant au roi de France. Ensemble, ils étaient la royauté du Grand Ouest et Roland était leur prince héritier. Ton frère vient de conclure l'affaire du front de mer, annonçait mon père au dîner pendant que je restais assis avec mes rapports de transport maritime que personne ne voulait entendre. 40 millions d'euros de profit pur. C'est mon fils. Roland souriait de son sourire parfait. Celui qui lui obtenait tout, de l'affection de notre mère à sa femme, Margot, fille d'un sénateur. Il ressemblait à notre père, la même mâchoire ciselée et les yeux calculateurs, tandis qu'on m'avait toujours dit que je devais tenir de quelques lointains parents dont personne ne se souvenait. Le jour où nos parents sont morts dans cet accident de voiture en Suisse, Roland m'a tenu la main aux funérailles. Nous n'avons plus que nous maintenant, a-t-il dit. Mais lorsque le testament a été lu 1 semaine plus tard, il s'est avéré qu'il avait bien plus que moi. Tout est allé à Roland. L'intégralité des 90 millions, le domaine à Versailles, la maison du lac en Savoie où nous passions nos étés, la collection d'art, les voitures anciennes, même les bijoux de notre mère, qu'elle avait toujours dit qu'ils seraient partagés entre nos futures épouses. Maman et papa m'ont toujours aimé davantage, avait dit Roland ce jour-là. Pas cruellement, juste en constatant un fait que nous savions tous les deux. Mais ne t'inquiète pas, Clément. Je prendrai soin de toi. 3 mois plus tard, son idée de prendre soin de moi était un seul chèque de 50 000 euros et un silence radio. Je n'étais pas en colère pour l'argent. J'étais en colère contre ce que cela représentait, une vie passée à être le fils de rechange, maintenant officialisé dans des documents légaux. Mais ensuite, cet appel téléphonique est arrivé et soudain, j'ai compris que tout ce que je pensais savoir sur le fait d'être le fils moindre était bâti sur un mensonge si élaboré que même nos parents n'en connaissaient peut-être pas toute la vérité. La femme des archives génétiques Elix semblait nerveuse en parlant. Monsieur Dubois, nous avons besoin que vous veniez immédiatement. Ce que nous avons découvert au sujet de votre échantillon de 1989 soulève de sérieuses questions concernant votre dossier médical et vos registres familiaux. Je lui ai dit qu'elle s'était trompée de personne, que je n'avais jamais donné d'échantillon d'ADN, mais elle avait des détails, la date exacte à laquelle mes parents nous avaient amenés, le nom de l'étude, le médecin qui l'avait menée, le docteur Marc-Émilien, qui était maintenant à la retraite, mais dont le travail était numérisé pour la recherche génétique moderne. Votre frère Roland a récemment soumis un échantillon pour une analyse d'ascendance, a-t-elle poursuivi. Lorsque nous l'avons comparé à notre base de données historique, il a signalé votre échantillon d'enfance. La comparaison a révélé quelque chose qui ne devrait pas être possible. J'ai roulé 4 heures jusqu'à Lyon ce jour-là, mes mains agrippant le volant tandis que mon esprit s'emballait de possibilités. Peut-être y avait-il eu une erreur avec les échantillons. Peut-être l'ancienne technologie était-elle défectueuse. Peut-être que tout cela n'était qu'une erreur élaborée dont nous ririons plus tard. Roland et moi ne nous entendions pas toujours, mais nous étions frères. Nous partagions un anniversaire, une enfance, des parents qui l'aimaient davantage, mais qui reconnaissaient au moins que nous venions du même endroit. Mais alors que je me garais sur le parking des archives génétiques Elix, quelque chose que ma mère avait dit il y a des années résonnait dans mon esprit. C'était lors de ma remise de diplôme universitaire après qu'elle ait bu trop de champagne. Elle m'avait regardé avec les larmes aux yeux et avait dit «
Tu n'as aucune idée de ce que nous avons sacrifié pour cette famille, Clément. Aucune idée de ce que nous avons dû accepter. Je pensais qu'elle parlait de problèmes d'argent au début, avant le succès de mon père. Maintenant, assis sur ce parking, fixant les portes vitrées d'un bâtiment qui détenait les réponses à des questions que je n'avais jamais pensé à poser, je me demandais si elle voulait dire tout autre chose. Quelque chose à propos de février 1982. Quelque chose à propos de deux bébés qui étaient censés être nés à quelques minutes d'intervalle, mais qui ne se ressemblaient pas du tout. Quelque chose à propos de pourquoi chaque photo de bébé de nous deux ensemble semblait mise en scène, forcée, comme deux enfants aléatoires placés côte à côte pour une photographie qui devait exister. En 10 secondes, cet appel téléphonique avait fissuré 35 ans de vérité soigneusement construite. Derrière ces portes vitrées m'attendait le docteur, Pamela Renard avec 2 chemises cartonnées qui révéleraient l'ampleur de la tromperie. Je pensais que j'étais sur le point d'apprendre que j'étais adoptée. La vérité était tellement plus compliquée. La vérité était que Roland et moi étions tous deux des étrangers dans notre propre histoire, connectés non par le sang ou la naissance, mais par une fiction élaborée que nos parents avaient passé leur vie entière à maintenir. Je suis sortie de ma voiture et j'ai marché vers ces portes, vers la vérité sur Clément et Roland Dubois, 2 garçons qui s'appelaient frères, qui partageaient tout sauf l'ADN, et dont toute l'existence était bâtie sur un mensonge qui avait commencé avant que l'un de nous puisse former des souvenirs. Ce qui allait suivre allait détruire le monde de Roland et reconstruire le mien. Mais à ce moment-là, en franchissant ces portes, tout ce que je voulais, c'était comprendre pourquoi mes parents me regardaient comme si j'étais un fantôme qu'ils étaient obligés de nourrir, de vêtir et de faire semblant d'aimer. Le gardien de sécurité m'a fait signer. L'ascenseur m'a emmené au 3e étage, et le docteur, Pamela Renard m'attendait avec des réponses qui prouveraient qu'il existe des secrets de famille si profonds que même la mort ne peut les garder enfouis. Les funérailles avaient eu lieu 3 mois auparavant lorsque j'ai finalement commencé à trier ce qui restait, ce qui n'était pas grand-chose. Je suis Clément Dubois, et jusqu'à récemment, je gérais les routes maritimes pour une compagnie de fret à Nantes. Un travail pas glamour, mais honnête. Je suivais les cargos à travers l'Atlantique, calculais les coûts de carburant, négociais les frais de port. Mon bureau donnait sur le terminal 6, où d'énormes conteneurs s'empilaient comme des blocs de construction contre le ciel gris de Bretagne. Mon frère jumeau, Roland, et moi sommes nés à 2 minutes d'intervalle un matin de février neigeux en 1982. Il est venu le premier, quelque chose que notre mère, Monique, ne m'a jamais laissé oublier. Roland a toujours été le plus fort, disait-elle à chaque dîner de famille, sa main manucurée reposant sur son épaule pendant que je passais les pommes de terre. 3,7 kg. Tu pesais à peine 2,7 kg, Clément. Les médecins s'inquiétaient que tu ne t'en sortes pas, notre père Gérard acquiesçait, coupant son steak avec la précision qu'il apportait à chaque transaction immobilière. Ce garçon a l'instinct des Dubois, disait-il à ses amis golfeurs lorsque Roland concluait un nouveau projet de développement. Il savait exactement quelle propriété triplerait de valeur. C'est dans le sang. La dynamique familiale était gravée dans le marbre au moment où nous pouvions marcher. Roland a eu la grande chambre avec la vue sur le Mont Blanc. J'ai eu celle qui donnait sur le garage. Les trophées de baseball de Roland bordaient la cheminée. Mes livres maritimes restaient dans ma chambre où personne n'avait à les voir. Quand nous avons eu 16 ans, Roland a eu une BMW. J'ai eu la vieille Honda de papa avec une leçon sur la nécessité de gagner ma vie. Je n'étais pas amère exactement. On ne peut pas être amer de ce que le soleil se lève à l'est. C'était juste ainsi. Roland est allé à HC, puis à l'INSEAD. Je suis allé à l'université de Nantes et j'ai étudié la logistique. Roland a épousé Margot Peton, dont le père était sénateur et dont la famille possédait la moitié de Neuilly-sur-Seine. J'ai fréquenté quelques femmes qui ont fini par se lasser de passer après mon travail, de vivre dans l'ombre de la fortune de la famille Dubois que je n'hériterai jamais. Mon petit appartement donnait sur le port tandis que le manoir de Roland s'étendait sur 4 hectares à Versailles. Il avait une cave à vin, un court de tennis, un pool house plus grand que tout mon espace de vie. Mais voici le truc avec Roland, il ne s'en vantait jamais. Il m'invitait à des dîners, me présentait comme son frère sans qualification, ne mentionnait jamais que je lui empruntais de l'argent quand ma voiture tombait en panne, ou qu'il payait mon traitement de canal quand je ne pouvais pas me le permettre. Nous sommes une famille,
disait-il en me versant un scotch coûteux dans des verres en cristal que notre grand-père avait importés d'Écosse. C'est ce qui compte. Nos parents sont morts un mardi. Ils étaient en Suisse pour fêter leur 45e anniversaire. Papa avait enfin pris sa retraite, ayant entièrement remis l'entreprise à Roland. La police a dit que la route était verglacée, que papa n'avait probablement jamais vu le virage venir. Ils sont morts instantanément ensemble, ce que maman aurait voulu. Elle a toujours dit qu'elle ne pouvait pas imaginer la vie sans Gérard malgré tout. Aux funérailles, des centaines de personnes sont venues, des associés, des conseillers municipaux, 3 anciens gouverneurs. Ils avaient tous des histoires sur Gérard Dubois, l'homme qui a bâti l'horizon de Nantes. Ils ont parlé du travail caritatif de Monique, de sa grâce, de son dévouement aux arts. Personne n'a mentionné qu'elle avait bu 3 martinis chaque soir depuis que je me souvenais, ou que papa passait plus de nuit dans son bureau qu'à la maison. Roland a prononcé l'éloge funèbre. Il a parlé d'héritage, de continuer la tradition des Dubois, de rendre nos parents fiers. J'étais assis au 2e rang derrière Margot et sa famille, et je pensais à la façon dont j'avais appelé maman pour son anniversaire la semaine précédente, et elle avait été trop occupée pour parler. Roland nous emmène dîner, avait-elle dit. On se rattrapera plus tard. Nous ne l'avons jamais fait. La lecture du testament a eu lieu au bureau de Maître Drummond, tout en cuir et acajou et respectabilité de vieille richesse. Maître Drummond avait été l'avocat de papa pendant 30 ans. Il ne pouvait pas me regarder dans les yeux quand il lisait les termes. L'intégralité de la succession revient à Roland Chase-Dubois, a-t-il dit, sa voix soigneusement neutre. Cela inclut toutes les propriétés immobilières, les portefeuilles d'investissement, les intérêts commerciaux et les biens personnels. Je me souviens du silence qui a suivi. Roland s'est agité sur sa chaise. Margot a examiné sa manucure. Maître Drummond a remué des papiers. Il doit y avoir quelque chose pour Clément, a finalement dit Roland. Maître Drummond a éclairci sa gorge. Il y a une petite police d'assurance vie. 50 000 €. C'est séparé de la succession. 50 000 € d'une fortune de 90 millions d'euros. C'était presque assez insultant pour être drôle. Roland m'a serré l'épaule alors que nous quittions le bureau. Ne t'inquiète pas, Clément. Je prendrai soin de toi. Maman et papa m'ont toujours aimé davantage, mais tu es toujours mon frère. Il l'a dit d'un ton si factuel, comme pour parler de la météo. Et il avait raison. Il l'avait aimé davantage. Mais assis dans mon appartement ce soir-là, regardant les lumières du port se refléter sur l'eau, je me suis demandé pour la première fois pourquoi. Qu'est-ce qui rendait un jumeau digne de tout et l'autre de 50 000 €? Quelle marque invisible avais-je portée depuis la naissance qui me rendait inférieur? Je n'obtiendrai ma réponse que 3 mois plus tard, lorsqu'un appel téléphonique d'un laboratoire de génétique révélerait que la prémisse même de la question était bâtie sur un mensonge. 3 mois se sont écoulés. Le « prendre soin de Roland signifiait un chèque de 50 000 € et un message texte disant « ça devrait t'aider pour les choses, moins que ce que papa dépensait pour une location de yacht le week-end ». Je n'étais pas en colère contre l'argent lui-même. J'étais en colère contre ce que cela représentait, 35 ans passés à être l'après-coup, maintenant officialisés dans des documents légaux. Je suis retourné travailler chez Cascade Fret, traçant des conteneurs de Shanghai à Marseille. Mon superviseur, Laurent, m'a demandé si j'avais besoin de plus de temps libre. Ça doit être dur de perdre ses 2 parents comme ça, a-t-il dit. Je ne lui ai pas dit que le plus dur était de découvrir qu'il n'avait jamais vraiment été mien à perdre. C'était un jeudi matin quand tout a changé. J'examinais des documents de manifeste lorsque mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, indicatif régional de Lyon. Monsieur Clément Dubois? La voix de la femme était nerveuse. Clinique. C'est le docteur Pamela Renard des archives génétiques Helix. Nous avons votre échantillon d'ADN de 1989. Je pense que vous vous êtes trompé de personne, ai-je dit en posant mon café. Je n'ai jamais donné d'échantillon d'ADN. Vos parents l'ont soumis quand vous aviez 7 ans, dans le cadre d'une étude génétique de la petite enfance pour les maladies héréditaires. Nous numérisons de vieux échantillons, et le vôtre vient de correspondre à quelqu'un dans notre base de données actuelle. Elle a marqué une pause. Pourriez-vous venir à notre établissement?
C'est inhabituel. Inhabituel comment? Je préférerais en discuter en personne. Cela concerne également votre frère Roland. Il a récemment soumis un échantillon pour une analyse d'ascendance. Quelque chose de froid s'est installé dans mon estomac. S'agit-il d'un problème de santé? Quelque chose de génétique? Pas exactement. Monsieur Dubois, quand pouvez-vous être ici? J'ai dit à Laurent que j'avais une urgence familiale et j'ai roulé 4 heures jusqu'à Lyon. Le bâtiment Helix était tout en verre et acier, essayant d'avoir l'air avant-gardiste, mais ayant en quelque sorte l'air froid. Le docteur Renard m'a rencontré dans le hall. C'était une petite femme aux yeux inquiets derrière d'épaisses lunettes, le genre de personne qui avait l'air d'avoir fait des mauvaises nouvelles sa spécialité. Elle m'a conduit à une salle de conférence stérile où 2 chemises cartonnées se trouvaient sur la table. Les étiquettes indiquaient C. Dubois, 1989, et R. Dubois, 2024. Monsieur Dubois, en 1989, vos parents vous ont inscrit, vous et votre frère, à notre étude génétique. Nous avons conservé ces échantillons en chambre froide. Le mois dernier, quelqu'un a soumis un échantillon d'ADN pour une analyse d'ascendance. Votre frère, Roland. C'est logique, ai-je dit. Margot a mentionné qu'ils essayaient d'avoir des enfants. Ils voulaient probablement vérifier les problèmes génétiques. Le docteur Renard a sorti une chaise et m'a fait signe de m'asseoir. C'est ce qui a déclenché cette réunion. Lorsque nous avons comparé son échantillon moderne à notre base de données, il a correspondu aux échantillons de 1989, mais les résultats ont immédiatement soulevé des drapeaux rouges. Elle a ouvert les 2 dossiers, étalant des graphiques couverts de chiffres et de marqueurs génétiques. Monsieur Dubois, selon ces résultats, vous et Roland partagez 0 chevauchement génétique. 0. La pièce a semblé s'incliner. C'est impossible. Nous sommes jumeaux. Nous sommes nés le même jour, dans le même hôpital. Nos actes de naissance. J'ai vérifié les dossiers de l'hôpital 3 fois. Elle a sorti d'autres documents. Mais les jumeaux, même les jumeaux fraternels, partagent environ 50% de leur ADN. Vous et Roland ne partagez rien. Vous n'êtes pas liés du tout. Donc, nous sommes tous les 2 adoptés? Elle a secoué la tête lentement. C'est plus compliqué que cela. Votre groupe sanguin est O négatif. Vos 2 parents étaient AB positifs. Il est génétiquement impossible pour 2 parents AB positifs d'avoir un enfant O négatif. J'ai fixé les papiers, les chiffres se brouillant. Mais Roland. Le groupe sanguin de Roland est compatible avec le fait d'être leur enfant biologique, mais son ascendance génétique est erronée. Vos parents avaient tous 2 une ascendance européenne, irlandaise, allemande, un peu italienne. L'ADN de Roland est principalement perse et libanais. Donc, aucun de nous n'est leur enfant biologique. Le docteur Renard a sorti un autre document. Celui-ci plus ancien, d'apparence plus officielle. Ceci provient de l'hôpital général de Nantes, le 15 février 1982. Selon ce dossier, Monique Dubois a donné naissance à un seul enfant ce jour-là. Pas des jumeaux. Ma gorge s'est asséchée. Alors d'où je viens? C'est ce qui est vraiment déroutant. Votre ADN montre une ascendance européenne compatible avec la lignée de la famille Dubois. En fait, vous correspondez à plusieurs marqueurs génétiques que nous nous attendrions à voir chez l'enfant biologique de Gérard Dubois, mais Monique Dubois ne peut pas être votre mère biologique. Elle a laissé cela s'assimiler avant de continuer. Il y a plus. Nous avons trouvé des irrégularités dans la documentation. Votre acte de naissance a été déposé 2 semaines après celui de Roland, bien qu'étant censément né le même jour. La signature du médecin traitant est différente. Les noms des témoins ne correspondent pas, quelqu'un a falsifié mon acte de naissance. Quelqu'un a créé une identité entièrement fausse pour vous, monsieur Dubois. La question est pourquoi et qui le savait. J'ai pensé à chaque photo de famille, à chaque fête d'anniversaire où maman disait « mes jumeaux », avec ce sourire forcé. Chaque fois que papa présentait Roland comme « mon fils » et moi comme « les garçons ». Chaque carte de Noël qui disait « la famille Dubois », comme si nous étions une unité. Pas un mensonge soigneusement construit. Roland savait qu'il allait tout obtenir 3 mois avant la mort de nos parents,
ai-je dit soudainement. Il l'a mentionné une fois. Il a dit que papa avait déjà pris les dispositions. S'il savait que je n'étais pas vraiment leur fils. S'il savait que tout cela était faux, alors le testament a du sens. Le docteur Renard s'est penché en avant. Monsieur Dubois, celui qui a orchestré cela est allé à des efforts extraordinaires. Ce n'était pas une simple adoption ou une famille recueillant un parent orphelin. C'était une fraude délibérée à une échelle massive. Et cela a commencé le jour où vous êtes censé être né. Je suis resté dans ma voiture devant le laboratoire pendant 1 heure, les mains tremblantes. Le moteur était éteint, mais je continuais à agripper le volant comme s'il pouvait manquer à quelque chose de réel. Tout ce que je savais était un mensonge. Mais des mensonges si élaborés exigeaient des conspirateurs. Quelqu'un connaissait la vérité, et j'avais une assez bonne idée de qui. Le rapport ADN était posé sur le siège passager. 40 pages de preuves génétiques que je n'avais pas ma place dans ma propre vie. Le docteur Renard m'avait fait des copies de tout, y compris les dossiers de l'hôpital avec leurs signatures incompatibles et leurs dates impossibles. Elle m'avait aussi donné sa carte, m'avait dit d'appeler si je découvrais quoi que ce soit qui pourrait expliquer les irrégularités. J'ai pris mon téléphone et j'ai regardé le contact de Roland. La photo datait de Noël dernier, lui dans son ridicule pull à 800 €, souriant comme s'il possédait le monde, ce qui était le cas maintenant. Je l'ai appelé. Il a décroché à la 2e sonnerie. Clément, je suis en pleine réunion de conseil. Nous devons parler en personne ce soir. Cela ne peut pas attendre ? J'ai la présentation du développement de la scène demain. C'est à propos de maman et papa. J'ai marqué une pause, puis j'ai ajouté les mots qui, je le savais, retiendraient son attention. Et 1982. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru qu'il avait raccroché. Quand il a finalement parlé, sa voix était différente. Précautionneuse. Viens à la maison à 20 h. Margot est chez sa mère ce soir. J'y serai. Clément ? Il semblait presque vulnérable. Combien en sais-tu ? J'ai raccroché sans répondre. Laissons-le transpirer. Laissons-le se demander ce que j'avais découvert pendant qu'il était assis dans sa salle de conseil à prendre des décisions sur des millions d'euros qui auraient dû être partagés entre nous. Je suis rentré chez moi et j'ai passé les 3 heures suivantes à me préparer. J'ai copié tous les documents que le docteur Renard m'avait donnés, les ai téléchargés sur 3 services de cloud différents. J'ai entièrement rechargé mon téléphone et testé l'application d'enregistrement 2 fois. Si Roland connaissait la vérité sur notre famille, j'avais besoin de preuves. Pas pour des raisons légales. Le testament était inattaquable, selon 2 avocats que j'avais consultés, mais pour ma propre santé mentale. J'avais besoin de savoir pourquoi. Le trajet jusqu'au domaine de Roland a pris 40 minutes. Je l'avais fait des centaines de fois au fil des ans. Pour les dîners de fête où j'étais assis au bout de la table, pour les fêtes à la piscine où les amis de Margot chuchotaient sur le pauvre frère. Pour les célébrations des victoires de Roland, où je jouais le rôle du frère de soutien. Ce soir, c'était différent. Ce soir, je ne me rendais pas chez mon frère. Je me rendais pour confronter un étranger qui avait partagé mon enfance. Les portes se sont ouvertes automatiquement. Roland m'avait donné le code il y a des années. L'allée serpentait à travers un aménagement paysager parfait, des lumières illuminant des fontaines et des jardins de sculptures qui coûtaient plus cher que la plupart des maisons des gens. Le manoir lui-même ressemblait à quelque chose d'un magazine, tout en lignes épurées et murs de verre. Une preuve architecturale que Roland avait gagné la vie. Il a ouvert la porte avant que je puisse sonner. Il avait l'air fatigué, plus vieux que nos 42 ans. Ses cheveux habituellement parfaits étaient ébouriffés, sa chemise débraillée. « Tu es allé chez Elix ?» a-t-il dit. Pas une question. Tu savais. Il s'est retourné sans répondre, marchant vers son bureau. J'ai suivi, notant les portraits de famille qui bordaient le couloir. Nos parents le jour de leur mariage. Roland a sa remise de diplôme de l'INSEAD. Nous 2 enfants, vêtus de costumes de marins assortis, ne nous ressemblant pas du tout même à l'époque. Comment n'avais-je jamais remis cela en question ? Son bureau était tout en bois sombre et cuir, conçu pour intimider.
Le mur derrière son bureau contenait ses diplômes, ses récompenses commerciales, des photos de lui avec des gouverneurs et des PDG. Il avait déjà versé 2 whisky. Le bon, le scotch de 50 ans que papa avait gardé pour une occasion spéciale. Cela semblait approprié, a dit Roland en me tendant un verre. Papa a toujours dit que c'était pour le moment où la vérité devait être dite. Alors, tu sais que nous ne sommes pas frères. Il a ri, mais il n'y avait pas d'humour dans ce rire. Je le sais depuis 3 ans, je l'ai découvert quand Margot et moi essayions de concevoir. Les tests de fertilité ont révélé des faits intéressants sur mon héritage génétique. 3 ans? Ma prise sur le verre s'est resserrée. Tu le savais depuis 3 ans et tu n'as rien dit? Qu'est-ce que j'étais censé dire, Clément? Et, au fait, toute notre enfance était un mensonge. Maman et papa ne sont pas ceux que nous pensions qu'ils étaient. Tout ce que nous croyons sur notre famille est une fiction. Oui, c'est exactement ce que tu aurais dû dire. Roland a marché jusqu'à la fenêtre qui donnait sur sa piscine, son cours de tennis, sa vie parfaite. J'ai engagé un détective privé, le meilleur du milieu. Il lui a fallu 8 mois pour reconstituer ce qui s'est passé en 1982. Il s'est tourné vers moi, et pour la première fois de nos vies, j'ai vu de la peur dans ses yeux. Es-tu sûr de vouloir savoir? Parce qu'une fois que tu sais, tu ne peux plus ne pas savoir. Et Clément, la vérité est pire que tout ce que tu imagines en ce moment. J'ai sorti mon téléphone, l'ai posé sur son bureau avec l'application d'enregistrement visible. Dis-moi tout. Roland a regardé le téléphone, puis moi. Il a vidé son whisky d'un trait et s'est dirigé vers son coffre-fort. Si nous faisons cela, nous le faisons avec toutes les preuves, car après ce soir, nous allons être soit plus proches que jamais, soit nous ne nous parlerons plus jamais. Roland a fait tourner la combinaison de son coffre-fort avec une précision habituelle. La lourde porte s'est ouverte, révélant des piles de documents, des liasses de billets et une épaisse enveloppe cartonnée qui semblait plus ancienne que les autres. Il l'a sortie, ses mains tremblant légèrement. Maman a donné cela à son avocat avec l'instruction de me la donner après sa mort et celle de papa. Il a dit que Maître Drummond l'avait remise juste après la lecture du testament, quand j'étais déjà partie. Il a dit que maman avait insisté pour que je la lise seule. Il a posé l'enveloppe sur son bureau. L'écriture de Monique sur le devant disait « Pour Roland ». La vérité sur février 1982. Mais d'abord, a poursuivi Roland en sortant un autre dossier. Voici ce que mon détective a trouvé. Ta mère biologique était Diane Fournier. Elle était la secrétaire de papa de 1980 à 1982. Il m'a montré une photographie. Une jeune femme aux yeux verts exactement comme les miens. Les mêmes pommettes saillantes. Le même sourire légèrement tordu que je voyais dans le miroir tous les matins. Papa a eu une liaison avec elle. Histoire classique, n'est-ce pas? Homme d'affaires puissant, jeune secrétaire. Sauf que Diane est tombée enceinte. Tu es né le 13 février 1982, 2 jours avant moi. Elle est morte des complications pendant l'accouchement. Hémorragie. L'hôpital a tout essayé, mais elle était partie quelques heures après avoir accouché. Ma gorge s'est serrée. La mère que je n'avais jamais connue était morte en me mettant au monde. Papa a paniqué, a poursuivi Roland. Maman devait accoucher de moi d'un jour à l'autre. Il l'a convaincue de te prendre, de t'élever comme mon jumeau. Ils ont payé le personnel de l'hôpital, falsifié des documents, créé tout un faux récit. Qui remet en question les jumeaux, n'est-ce pas? Sauf que maman n'a jamais pu le faire complètement. Elle te regardait et voyait la femme qui avait presque détruit son mariage. Alors, je suis le fils de Gérard. Oh, Clément. L'expression de Roland est devenue presque pitoyable. C'est ce que je pensais aussi, jusqu'à ce que je lise la lettre de maman. Il a ouvert l'enveloppe du coffre-fort et en a sorti plusieurs pages manuscrites. Je te laisserai la lire toi-même, mais voici la partie qui change tout. Il a trouvé une page spécifique et a lu à haute voix, la plus cruelle des ironies est ce que nous avons découvert lorsque Roland avait 5 ans. La clinique de fertilité avait commis une erreur avec mes traitements de FIV. Roland n'était pas le fils biologique de Gérard.
Une erreur d'échantillon signifiait que notre enfant prodige, notre héritier choisi, ne partageait aucun ADN avec aucun de nous. Mais à ce moment-là, nous avions déjà décidé. Roland était le nôtre par choix. Clément était le nôtre par obligation. Nous avons tout donné à Roland parce qu'il était le fils que nous avions choisi, même si la science nous avait trahis. Clément était le fils que Gérard m'avait imposé, le rappel vivant de la trahison. La pièce a tourné. J'ai attrapé le bord du bureau. Roland n'est pas le fils biologique de papa ? Le rire de Roland était amer. La clinique de fertilité l'a confirmé quand j'ai enquêté il y a 3 ans. Un étudiant en médecine a mélangé les échantillons. Mon père biologique était un étudiant libanais qui avait donné du sperme pour de l'argent supplémentaire. Ils n'ont jamais dit son nom à nos parents. Mais cela signifie que je suis le seul vrai Dubois, le seul enfant biologique de Gérard, le véritable héritier. Roland a posé la lettre. Et ils m'ont tout donné, à moi, l'étranger, pendant que tu recevais 50 000 €. Il a sorti un autre document du coffre-fort. Il y a plus. Ceci est le testament de Diane Fournier. Elle venait d'une famille aisée, Clément. Son père possédait une compagnie de transport maritime, Fournier International Fret. Quand elle est morte, elle a tout laissé à son fils, à toi. J'ai regardé les papiers. Départ dans une entreprise valant des millions. Des fonds fiduciaires qui avaient fructifié pendant 40 ans. Des propriétés à Paris et Nice. Papa t'a caché cela, a dit Roland. Ses avocats l'ont enterré sous les papiers, ont créé une société écran pour gérer les actifs. Tout est toujours là, en attente. Ta mère biologique s'est assurée que tu serais pris en charge, même si elle ne pouvait pas t'élever. Pourquoi me dis-tu cela maintenant ? Roland a marché vers la fenêtre. Parce que j'ai passé 3 mois à vivre avec la culpabilité. J'ai hérité d'une fortune qui appartient à la seule personne qui a réellement du sang du bois. Maman et papa sont partis. Le mensonge n'a plus besoin de continuer. Tu aurais pu te taire. Je n'aurais jamais rien su de l'argent de Diane. Mais je sais, a-t-il dit doucement. Je sais que je ne suis le fils de personne. Pas vraiment. Mon père biologique ne sait même pas que j'existe. Mes parents légaux ne m'étaient pas apparentés. Le frère avec qui j'ai grandi est le seul à avoir une revendication légitime sur le nom de famille. Il s'est tourné vers moi et j'ai vu des larmes dans ses yeux. Tu veux savoir le pire ? Ils m'ont aimé davantage quand même. L'étranger, l'accident, l'erreur de la clinique. Ils m'ont aimé plus que leur propre chair et sang. Et qu'est-ce que cela dit de l'amour ? Clément, qu'est-ce que cela dit de la famille ? Je me suis levée, j'ai marché vers mon frère non, vers Roland et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait en 42 ans, je l'ai serré dans mes bras. Il s'est effondré complètement, sanglotant sur mon épaule comme l'enfant qu'il n'avait jamais été autorisé à être. Le fils parfait qui venait de découvrir qu'il n'était le fils de personne. J'ai quitté la maison de Roland cette nuit-là avec une boîte de documents et la vérité sur qui j'étais vraiment. Il a gardé la fortune des Dubois, le domaine, la vie bâtie sur une fiction génétique. J'ai gardé la lettre, les photographies et la connaissance que j'étais le seul vrai Dubois qui restait. Mais assis dans ma voiture devant son manoir, j'ai réalisé quelque chose. Être le vrai fils n'avait pas d'importance pour nos parents. Alors pourquoi cela devrait-il avoir de l'importance maintenant ? 2 semaines plus tard, Roland m'a appelé au travail. J'ai rencontré des avocats, a-t-il dit. Je mets en place une fiducie, la moitié de tout. Cela prendra du temps pour la structurer correctement pour les impôts, mais Clément, tu es le seul Dubois biologique. Cela devrait t'appartenir. Je n'en veux pas, Roland. Alors qu'est-ce que tu veux ? J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Je veux que nous soyons frères. De vrais frères. Non pas à cause de l'ADN, de l'héritage ou des mensonges de nos parents. Parce que nous le choisissons. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis un son que je n'avais jamais entendu auparavant, Roland pleurant. Non pas les larmes contrôlées des funérailles de nos parents, mais de vrais sanglots bruts. Clément, j'ai eu si peur de tout perdre que je n'ai jamais réalisé que j'avais déjà perdu la seule chose qui comptait, toi. J'ai passé 42 ans à être le fils préféré, et cela m'a fait oublier comment être un frère.
Nous avons tous les deux oublié, ai-je dit. Ou peut-être n'avons-nous jamais appris en premier lieu. Nous avons commencé à nous rencontrer tous les dimanches dans un petit restaurant appelé chez Rosie, à mi-chemin entre son manoir et mon appartement. Un terrain neutre. Pas de verre en cristal ni de sol en marbre, juste des banquettes en vinyle et un café qui avait le goût d'avoir brûlé depuis 1987. Nous n'avons pas parlé de l'argent au début, ni des mensonges. Nous avons parlé de choses simples, de football, de ses difficultés avec la FIV, de mon nouveau travail d'enseignant en navigation maritime à l'université de Nantes, que j'avais pris après avoir quitté Cascade Fret. « Pourquoi as-tu démissionné ?» a demandé Roland un dimanche autour de crêpes. Je ne me sentais plus à l'aise de suivre des cargaisons, sachant que la famille de ma mère biologique avait bâti sa fortune dans le transport maritime. J'avais l'impression de travailler pour des fantômes. Il a hoché la tête, comprenant d'une manière que l'ancien Roland n'aurait jamais comprise. « Je pense à vendre l'entreprise, a-t-il dit. La compagnie de papa. Elle ne me semble plus mienne. Elle est plus à toi qu'à personne. Tu l'as transformée en ce qu'elle est maintenant. Avec un nom qui n'était pas vraiment le mien, et de l'argent qui aurait dû être le tien. Nous avons tourné en rond comme ça pendant des semaines. Deux hommes essayant de comprendre comment être une famille alors que tout ce qui avait défini la famille pour nous était un mensonge. Le docteur Renard m'a appelé un mois plus tard. Monsieur Dubois, j'ai fait des recherches supplémentaires sur votre dossier. Il y a plus à l'histoire de votre mère. Diane Fournier avait une sœur, Ruth. Elle vous cherche depuis 40 ans. J'ai rencontré ma tante Ruth dans un café à Marseille. Elle avait les yeux de ma mère, les mêmes que je voyais dans le miroir, et une boîte de photographie qu'elle serrait comme un trésor. Diane au lycée remportant un concours scientifique. Diane a sa remise de diplôme universitaire, major de promotion à l'université Paris-Saclay. Diane la veille de sa mort, enceinte de 9 mois, écrivant une lettre au fils qu'elle ne rencontrerait jamais. Elle t'aimait déjà, a dit Ruth, en me tendant la lettre. Elle avait planifié toute ta vie. Pas les détails, juste des espoirs que tu serais gentil, que tu serais honnête, que tu saurais que tu étais aimé. J'ai lu cette lettre tous les soirs pendant une semaine. Ma mère biologique avait écrit sur ses rêves pour moi, ses espoirs que je trouverais une famille qui me chérirait. Elle n'a jamais su que cette famille m'élèverait comme une obligation, un rappel vivant d'une liaison. Mais elle n'a jamais su non plus que, de ce dysfonctionnement, Roland et moi apprendrions enfin ce que la fraternité signifiait vraiment. Roland et moi avons finalement trouvé un arrangement différent. Pas la moitié de l'héritage, mais quelque chose de mieux. Nous avons créé la fondation Diane Fournier en utilisant de l'argent à la fois du domaine du bois et des actifs cachés de ma mère. Elle aide les enfants qui ont perdu leurs parents, qui ont été pris dans des tromperies d'adultes, qui ont besoin de savoir qu'ils appartiennent à quelque part. Margot est finalement tombée enceinte l'année dernière. Ils m'ont demandé d'être le parrain. Tu es la seule vraie famille que cet enfant aura, a dit Roland. Biologiquement, je ne suis personne, mais tu es en fait son oncle d'une drôle de manière. Même père, du moins légalement. Nous sommes tous personnes, lui ai-je dit. Et nous sommes tous quelqu'un. C'est ça la famille. Le bébé est né en février, 41 ans après que Roland et moi soyons censés être venus au monde ensemble. Ils l'ont nommé Gérard Clément Dubois. Non pas d'après notre père, a expliqué Roland, mais d'après nous, les frères qui n'étaient pas frères, qui sont devenus frères par choix. Je me tenais dans cette chambre d'hôpital, tenant mon neveu, qui n'était pas vraiment mon neveu, regardant mon frère, qui n'était pas vraiment mon frère, sourire à son fils, qui n'était pas vraiment un Dubois par le sang. Et j'ai compris quelque chose de profond. L'amour n'est pas écrit dans l'ADN. Il est écrit dans les choix que nous faisons chaque jour. Le choix de se montrer, le choix de pardonner, le choix de construire quelque chose de réel à partir des fictions élaborées dont nous héritons. Nos parents ont passé leur vie entière à maintenir un mensonge, pensant que le sang et la légitimité importaient plus que le lien. Ils avaient tort. Roland et moi sommes la preuve que les familles les plus puissantes ne naissent pas. Elles se construisent, un petit déjeuner du dimanche à la fois, une conversation honnête à la fois, un choix à la fois. La fortune du bois appartient à Roland sur le papier. L'héritage du transport maritime Fournier m'appartient.
Mais le véritable héritage, la connaissance de qui nous sommes vraiment et la liberté de choisir qui nous voulons être, cela nous appartient à tous les deux maintenant. Et cela vaut plus que 90 millions d'euros. Cela vaut tout. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez déjà découvert que votre famille était bâtie sur des secrets ou des mensonges, rappelez-vous que vous avez le choix de ce que ces révélations signifient. Vous avez le choix de décider qui est votre vraie famille. Si vous avez apprécié cette histoire, veuillez aimer cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la famille ne se limite pas au sang. Il s'agit de choix. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires qui explorent les vérités complexes derrière la famille, l'héritage et les mensonges que nous racontons pour protéger les gens que nous aimons. Merci d'avoir écouté mon histoire. Jusqu'à la prochaine fois, rappelez-vous que parfois les meilleures familles sont celles que nous choisissons, pas celles dans lesquelles nous naissons.